Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous dédié au monde de l'art. Un rendez-vous qui s'intéressera aujourd'hui aux questions qu'il faut se poser lorsque l'on veut se constituer une collection, mais peut-être des questions aussi qui concerneront les collections déjà existantes, notamment en matière d'assurance ou de sécurité. Autant de questions que nous poserons à Laurent Issora, responsable de l'Art Banking chez Société Générale Private Banking France. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré cette fois-ci à l'immobilier. Et en cette période estivale, à l'immobilier en bord de mer, certaines villes de la façade atlantique notamment, voient les prix flamber, voient les prix augmenter. Est-ce le cas sur la façade atlantique ou également sur la façade méditerranée? Des questions que nous poserons à deux experts, à Grégory Rouvière tout d'abord, qui sera en plateau avec nous, qui est patron d'agence Century 21 à Montpellier, mais des questions que nous poserons également à distance à Alexandra Gérard, notaire à Biarritz. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc avec l'art à la une, le rendez-vous dédié à l'investissement dans l'art de Smart Patrimoine ou au monde de l'art de manière plus générale. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en plateau, sur le plateau donc de Smart Patrimoine, Laurent Issora, responsable de l'Art Banking chez Société Générale Private Banking France. Bonjour Laurent Issora. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Merci à vous d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes responsable de l'Art Banking. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que l'Art Banking? Je sais que quand on va se promener sur votre site ou autre, quand on parle, vous dites très clairement, on ne parle surtout pas d'investissement dans le monde de l'art, ce qui peut paraître d'ailleurs un petit peu antinomique avec le fait qu'une banque se positionne sur ces sujets donc d'accompagnement sur des créations de collections ou autres. Qu'est-ce que c'est que l'Art Banking, Laurent Issora? L'Art Banking, en fait, c'est une série de services qu'un certain nombre d'institutions financières, à commencer par assez largement, je dirais, les États-Unis aujourd'hui, peuvent être amenés à apporter, des services qui peuvent être apportés à des clients ou les clientes ayant une appétence aux arts et souhaitant donc être soutenus dans leur démarche. Plus concrètement, chaque institution ensuite, il y en a finalement une minorité qui décide de s'engager dans cette voie, ont leur propre définition des services qui peuvent être apportés à leurs clients et clientes. Concrètement, il s'agit de proposer une aide en matière d'évaluation d'œuvres d'art, d'authentification, parfois d'objets de collection également, qui ne sont pas nécessairement des objets de beaux-arts. Ça peut être un accompagnement en matière d'acquisition, de cession d'objets. Les enjeux financiers ici sont déjà assez significatifs. Donc on va accompagner finalement dans la gestion de son patrimoine artistique de la même manière qu'on accompagne dans la gestion de son patrimoine financier pour le coup. Tout à fait, tout à fait. Et simplement dans le domaine des objets, il y a une série de considérations qui sont peut-être nouvelles, auxquelles on n'est pas nécessairement habitué à faire face, en tout cas à prendre en compte de façon rigoureuse, comme on le ferait pour des investissements financiers. Typiquement, l'état des lieux de l'existant, le reporting financier, c'est quelque chose qu'on obtient de la part de sa banque, par exemple, régulièrement. Là, dans le domaine des arts, c'est moins le cas. Oui, absolument. Et là, il faut s'équiper. Donc, il faut créer, par exemple, un état des lieux, en d'autres termes, un inventaire de l'existant. Il s'agit en fait d'une photographie à un moment T qu'on renouvelle en termes d'évaluation chaque année ou tous les 2 ans, qui recense en fait l'ensemble des objets. Et ce qui est extraordinairement étonnant, c'est le nombre de personnes qui détiennent de nombreux objets et n'ont jamais réellement fait ce recensement. Alors, un mot avant d'aller peut-être sur la façon dont on peut se créer une collection, c'est est-ce qu'on peut parler d'investissement dans l'art? Est-ce que quand vous accompagnez des personnes qui veulent acheter ou vendre des œuvres d'art, cette notion d'investissement est souvent présente? Alors, votre question est absolument essentielle, surtout lorsque vous posez cette question à un représentant d'une institution financière. Bien sûr, complètement. Et donc, c'est une question que nous nous sommes posée. Notre parti pris très fort sur ce sujet, c'est que le principal dividende, entre guillemets, d'une œuvre d'art, c'est le plaisir esthétique, le plaisir intellectuel, le bonheur du collectionneur ou de la collectionneuse d'être entouré de belles choses. Et ça ne se mesure ni en euros, ni en dollars, ni en francs suisses ou en yens. En revanche, et c'est tout à fait différent, les enjeux financiers peuvent être tout à fait importants. Les œuvres d'art, les objets de collection constituent une classe d'actifs à part entière. Et il est essentiel
d'être bien conseillé en matière d'acquisition, d'évaluation, de constitution d'inventaire, de solutions de protection, notamment des assurances, de transmission d'actifs à la génération suivante. On parle d'ingénierie patrimoniale appliquée au domaine des arts. Ça peut être aussi l'accompagnement dans le domaine des arts et de la philanthropie, comment combiner un intérêt pour les arts et une intention généreuse. Bien sûr, et puis ça peut être aussi se voir ouvrir les portes du monde de l'art à travers des rencontres avec des personnalités de cet univers, des visites d'exposition en dehors des heures ouvrées, ça peut être des conférences, des webinaires consacrés au thème de l'évolution des marchés de l'art. Alors, il y a plein de questions qu'on voudrait vous poser, notamment si on veut se lancer dans une collection ou si on hérite d'une collection. Mais on va prendre plutôt l'exemple de celui qui veut commencer une collection. Oui. Donc, on imagine que c'est quelqu'un qui a une appétence pour l'art, ou alors on peut y aller pour des raisons très, très financières, mais si j'ai bien compris, ce n'est pas la démarche que vous prenez, mais ça peut quand même être une des raisons propres à chaque épargnant. Mais si on y va avec une légère appétence, comment est-ce qu'on fait pour se créer une collection? Est-ce que, en fait, on succombe au coup de cœur lorsqu'on va se balader dans une galerie et puis on se dit qu'on réfléchira après à la cohérence de la collection, ou dès le début, il faut avoir une démarche spécifique? Je pense que vous avez un peu commencé à répondre à la question ouais. à travers celle-ci, mais véritablement, dès lors qu'on va au-delà d'un simple choix décoratif, coup de cœur, sans enjeu financier. Dès lors qu'on veut aller un petit peu plus loin dans cette direction de la constitution de la collection, il y a une première étape qui est formidablement utile, qui consiste en fait à s'interroger sur la direction dans laquelle on souhaite s'engager. En termes peut-être de médium, photographie, sculpture, peinture ou autre. Oui, il faut déjà se demander ce que... D'accord, on ne peut pas acheter d'un coup d'un seul. On peut, oui. On peut, mais il est intéressant d'aligner un certain nombre de critères. D'accord, de se poser la question avant, en tout cas. Se poser la question, de dire est-ce que mon appétence va plutôt en direction de l'art abstrait ou de l'art d'une certaine période, le 18e, le 19e, le 20e siècle, la jeune création contemporaine. Et à l'intérieur de ces ensembles, peut-être qu'on peut avoir une appétence particulière en direction de l'art produit par des hommes ou par des femmes. Ça, ce sont des sujets aujourd'hui d'actualité. Ouais. Et une fois qu'on a défini ces quelques critères, on peut s'interroger aussi en se disant, voilà, quel est mon horizon de temps ? Est-ce que je veux me constituer une collection tout de suite, en 5 ans, en 10 ans, en 15 ans ? Et puis, ensuite, s'engager véritablement dans cette voie, à travers des acquisitions. Chaque acquisition mérite qu'on fasse un travail de recensement. Voilà, je suis intéressé par un artiste donné, avec un certain budget, et bien recenser l'ensemble des œuvres disponibles à un moment T dans le marché, faire ensuite les travaux de due diligence, c'est-à-dire de contrôle. Et ça, contrôle. comment on le fait pour recenser toutes les œuvres à un moment T qui sont disponibles à la vente ou qui pourraient être disponibles à la vente? C'est toute la difficulté du marché de l'art. En fait, c'est un univers qui est peu transparent, dans lequel il existe un certain niveau d'information, notamment des informations a posteriori, les résultats des ventes publiques, bien sûr, par exemple. Ça, c'est disponible. Ensuite, on peut toujours regarder les sites des grands marchands d'art, pour savoir, lorsqu'on parle d'art contemporain, notamment ce qui est disponible. Mais en réalité, rien ne vaut un accompagnement professionnel par des conseillers en art, art advisors, indépendants, dont le travail est précisément de faire cela. Identifier l'ensemble des œuvres disponibles à un moment donné dans le marché, ce qui est formidable parce que ça permet de faire une présélection. Si on a 15 œuvres d'un même artiste pour un certain budget qui sont recensées, parmi ces 15 œuvres, il y en aura peut-être 2 ou 3 qui vraiment méritent d'être creusées. Et à partir de là, on enclenche la phase de due diligence, c'est-à-dire de contrôle, d'authentification de l'œuvre. Même si c'est vendu par une galerie ou une maison de vente aux enchères qui a pignon sur rue, par exemple. Absolument. L'état de conservation est très important. Lorsqu'une œuvre est vendue par une maison d'enchères, il est important d'aller vraiment consulter de près, voir cette œuvre et l'analyser. Le titre de propriété du vendeur ou de la vendeuse, alors ça, évidemment, c'est encore plus important lorsqu'on a des opérations de gré à gré. Ça existe aussi. Le profil de risque est particulier. Donc là, il faut être extrêmement vigilant lorsqu'on ne passe pas par un professionnel. Mais cet accompagnement par un art advisor indépendant, un conseiller en art indépendant, va permettre non seulement cette identification, ce processus de contrôle, de due diligence, mais aussi derrière, le cas échéant, la négociation du prix. Parce que là, effectivement, il n'y a pas de grille de prix déterminée. Ça dépend d'un certain nombre de critères et on a beau avoir toute l'expertise du monde pour déterminer un prix. Il y a un côté émotionnel aussi à un moment. Absolument. Et le fait de recourir à un conseiller en art indépendant n'enlève rien, évidemment, au plaisir personnel qui est à l'origine, en fait. La recherche de satisfaction de cette curiosité, c'est vraiment le point de départ. Mais
se faire plaisir en achetant une œuvre qui correspond vraiment à ce qu'on souhaite, ce plaisir, en fait, il est décuplé lorsqu'on est bien éclairé et qu'on sait qu'on fait une opération à un prix on fait pas une mauvaise affaire. normal, Oui, c'est ça. et qu'on achète une belle œuvre. Et l'accès aux bonnes œuvres à un prix raisonnable, vraiment, est largement facilité par le recours à des conseillers externes. Une question pour revenir sur ce que vous disiez au début, sur les questions qu'il faut se poser, que ce soit sur les périodes ou sur les typologies d'art, que ce soit sur la sculpture ou la peinture ou la photographie. Est-ce que quand on veut se constituer une collection et qu'on part de rien, il vaut mieux qu'il y ait une certaine cohérence dans la collection? Je ne sais pas, une période en particulier, une thématique particulière ou alors que de la photographie. Est-ce que c'est quelque chose qui peut donner de la valeur à terme à la collection ou en tout cas lui donner une identité propre, pardon. Absolument, absolument. On peut faire le choix du cabinet de curiosité, dans lequel on accumule finalement des œuvres, des objets qui correspondent à un état d'esprit, la curiosité d'un individu qui aura voyagé, par exemple. Mais lorsqu'on constitue une collection dans le temps, généralement, il y a un fil rouge qui se dessine. Il faut raconter une histoire, finalement. On raconte une histoire et on va dans une certaine direction. Et c'est vrai que, comme vous le disiez, cette collection, elle peut gagner en intérêt et donc en valeur si à un moment donné, elle prend un sens et une direction bien définie. Et une fois qu'on a pris cette direction, l'exercice devient vraiment franchement de plus en plus passionnant parce que on va documenter on devient un vrai collectionneur. On devient un vrai collectionneur. Les œuvres elles-mêmes vont devenir encore plus désirables. Cette collection est susceptible de voyager, d'être montrée. On va en parler. Il y aura des écrits, de la documentation. Et puis, il y a un moment, probablement, dans une collection, où on va décider que certaines œuvres acquises à un moment donné, finalement, mériteraient d'être cédées. Parce qu'elles ont moins de sens dans cette collection. Et le produit de cession va être utilisé pour acheter de nouvelles œuvres, pour continuer de renforcer le sens de cette collection. J'avais une conversation avec un collectionneur qui comparait l'exercice de la collection à celui du jardinier, vous savez, qui travaille un bonsaï. Un bonsaï, c'est un travail extrêmement précis. Puis parfois, il y a des branches qu'il faut couper. Et puis, ça permet à d'autres branches de se développer davantage dans le sens pour magnifier encore, si vous voulez, ce végétal. Une collection, c'est un petit peu cela aussi. Et ben, on finira sur cette image. Merci beaucoup, Laurent Isora, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes responsable de l'art banking chez Société Générale Private Banking France. On n'aura pas eu le temps de parler des polices d'assurance en lien avec une collection, mais on en parlera une autre fois, parce qu'à mon avis, c'est un sujet qui mérite d'être creusé également. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir suivis. Et on se donne rendez-vous tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux tendances et à la dynamique des marchés immobiliers en bord de mer, une thématique en lien avec la période estivale. Plusieurs villes de la façade atlantique notamment, mais aussi de la façade méditerranéenne voient leur prix progresser, en lien peut-être avec de nouvelles appétences des acquéreurs, mais peut-être aussi avec la volonté de s'acheter une résidence secondaire. Pour en parler, pour décrypter un petit peu cette tendance, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Grégory Rouvière, patron d'agence Century 21 à Montpellier. Bonjour Grégory Rouvière. Bonjour, merci de votre invitation. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine et nous avons également le plaisir d'être accompagné au téléphone cette fois-ci par Alexandra Gérard, notaire à Biarritz. Bonjour Alexandra Gérard. Bonjour et merci beaucoup de nous avoir conviés sur ce thème qui nous intéresse au premier plan. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes du coup sur la façade atlantique en ce moment même. On lit quand même beaucoup qu'il y a cette demande toujours accrue finalement dans certaines villes de la façade atlantique. Nous verrons après dans un instant si c'est pareil du côté de la façade méditerranéenne, mais que ces villes en littoral font face à une demande qui est toujours forte et qui mécaniquement fait progresser les prix. Est-ce que c'est ce que vous constatez, vous, quand vous faites signer du coup les ventes définitives ?
Oui, tout à fait, oui. Alors pour ma part, ça fait effectivement 4 ans que je suis installée sur la commune de Biarritz et on constate depuis plusieurs années que le Pays Basque est un territoire toujours prisé, qui attire chaque année de nouveaux habitants. On le constate parmi notre clientèle. Bon, la qualité de vie, le développement du télétravail accéléré ont décidé certains de nos clients qui avaient des résidences secondaires à s'y installer plus durablement à l'année. On attire toujours une clientèle aussi étrangère pour de la résidence secondaire et on attire aussi on va dire toujours de la résidence secondaire, mais à visée locative. Voilà. D'accord, donc plutôt de la résidence secondaire qui vient tirer ce marché aujourd'hui, Alexandra Gérard. C'est cette typologie d'achat en fait qui tire le marché. Est-ce que vous voyez une progression sur le prix au mètre carré, par exemple? Secondaire, et puis effectivement le fait que pas mal de gens qui arrivent avec des moyens supérieurs à ceux des ménages de la côte basque sont capables d'acheter aujourd'hui cash des biens. Donc c'est un marché qui va très vite. Il y a effectivement une tension aujourd'hui, peu d'offres et beaucoup de demandes, et donc on constate effectivement une tension accrue. Oui. Tout à fait. Donc on a une hausse effectivement des prix à l'achat. On a atteint des prix et des volumes records sur l'année 2021. Pour vous donner quelques exemples, sur la commune de Biarritz, alors on va parler des appartements anciens, le prix au mètre carré est de l'ordre de 7 420 € du mètre carré. Sur la commune de Boucau, qui est moins prisée, les prix sont à contrario de l'ordre de 3 510 € du mètre carré, mais ce sont des prix très élevés puisque le Pays Basque côtier, les prix sont de l'ordre de 4 570 € du mètre carré, donc pour des appartements anciens. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les départements voisins des Landes, les prix sont de l'ordre de 2 920 €, dans les Hautes-Pyrénées 1 530 € du mètre carré et dans le Gers 1 430 € du mètre carré. Ah oui, donc on est largement au-dessus du double. En fait, on double, voire quadruple le prix sur certaines grandes villes du littoral qui disposeraient d'un certain nombre de services pour accueillir ces acquéreurs en recherche de résidence secondaire, voire même en changement de vie. Oui, tout à fait. Même à l'intérieur d'un même département, on constate de fortes disparités, puisqu'effectivement, notre département des Pyrénées-Atlantiques, on va dire, regroupe le Béarn et le Pays Basque côtier. Je préfère dire regroupe plutôt qu'opposé, puisqu'effectivement, ce sont deux terres un peu différentes. Mais dans le Béarn, les prix sont plutôt de l'ordre de 1 430 € du mètre carré pour les appartements, et donc, comme je le disais, 4 570 € sur le Pays Basque côtier. Et pour les maisons, c'est une tendance qu'on retrouve a fortiori de façon accrue. Pour Biarritz, par exemple, il faut compter en moyenne, c'est une moyenne, à peu près 977 000 € pour une maison qui a une surface habitable de 145 mètres carrés, sur des petits terrains, on va dire, de 400 mètres carrés. Sur Anglette, on est à 708 000 €. Boucau, toujours moins prisé, 398 000 €. La moyenne, donc, sur ce Pays Basque côtier, pour les maisons, elle est de 599 600 €. Et dans le Béarn, on tombe à 173 200 €. Donc, oui, on voit bien, effectivement... On voit là aussi une vraie différence, finalement, dès qu'on se rapproche de la mer. On va regarder en plateau avec Grégory Rouvière si la tendance est similaire du côté de la façade méditerranéenne. C'est vrai que quand on voit les prix progresser sur le littoral, on cite très souvent le Pays Basque ou alors Bordeaux. Alors Bordeaux n'est pas proche de la mer, mais n'est pas collé à la mer, mais proche de la mer. Qu'est-ce qui se passe du côté de la façade méditerranéenne? Est-ce que là aussi, vous voyez une appétence des acquéreurs? Oui, on est à peu près sur la même dynamique. D'ailleurs, la région où les prix progressent le plus sur le dernier semestre, puisque chez Century 21, on sort les chiffres tous les semestres. Bien sûr. C'est la région PACA. Effectivement, le semestre d'avant, c'était la Nouvelle-Aquitaine. Donc oui, on a la même dynamique sur le sud. Même chose pour nous en Occitanie, où les prix ont continué d'augmenter
fortement tous ces derniers mois, quoi. Et alors, est-ce que vous voyez, dans les échanges que vous avez avec les acquéreurs, vous arrivez à identifier une typologie d'acquéreurs qui n'existait pas avant ou qui est renforcée aujourd'hui? Je pense, là, on parlait sur la façade atlantique de beaucoup de résidences secondaires. Est-ce que là aussi, c'est avant tout de l'achat de résidences secondaires qui vient tirer le marché? Oui, dans tous les cas, c'est de la résidence secondaire ou de la résidence secondaire améliorée. D'accord, On dit où on y passe 6 mois, secondaire, où on y passe 6 mois, voilà. Donc, il y a effectivement des nouveaux clients qui sont arrivés, qui sont des gens qui vont pratiquer le télétravail ou se dire que c'est possible. Et je pense que ceux-là, on les voit peut-être encore plus, justement, sur la côte atlantique, ou en tout cas quand on est peut-être un petit peu plus près en termes de temps de Paris, notamment avec des grandes agglomérations. D'accord. Il y a un temps limite où on considère que... Il y a un petit peu la barrière des 3 heures de trajet, en fait. Puisqu'au-delà de 3 heures, il faut s'organiser, en fait. Alors que là, quand on est à moins de 3 heures, on prend le TGV. On le prend à 6 heures, on arrive à 9 heures. Voilà, à 6 heures, on arrive à 9 heures. Et c'est facile, du coup, de venir. C'est facile de partager sa semaine en deux. Donc, on voit ces gens-là. Voilà. Nous, par exemple, à la Grande Motte, au Gros-du-Roi, là où j'ai des agences, c'est plutôt des Lyonnais qui viennent, voilà, qui sont à proximité, justement, qui peuvent faire cette semaine moitié-moitié. Et puis, à ces gens-là se sont ajoutés nos clients traditionnels du bord de mer, c'est-à-dire plutôt des retraités, des gens, effectivement, qui ont un plus fort pouvoir d'achat et qui, à la sortie de Covid, se sont décidés encore plus vite que d'habitude. Mais alors, est-ce que vous voyez, par exemple, parce que Montpellier, pour un Montpelliérain, c'est pas au bord de la mer. Non. Mais pour un Parisien ou un Lyonnais, c'est au bord de la mer. Est-ce que vous voyez, du coup, ce littoral progresser plus fortement que Montpellier, ou même Montpellier, finalement, continue à progresser? On est à peu près sur la même énergie. D'accord. À peu près sur la même énergie. Donc, c'est pas forcément des gens du coin qui viennent tirer le marché. Non, justement, c'est plutôt même des gens de l'extérieur qui viennent tirer le marché, ce qui donne d'ailleurs peut-être des problèmes aux gens locaux pour se loger. On voit des problèmes pour les jeunes pour acheter, on voit des problèmes pour loger les gens qui travaillent notamment dans les stations balnéaires, où du coup on fait que reculer, quoi. Parce qu'ils peuvent plus se loger dans la ville dans laquelle ils travaillent, parce que les prix ont trop progressé. Tout à fait. Donc ils ne peuvent pas acheter, ou du coup les prix d'achat sont tellement importants que c'est pas des biens qu'on va mettre à la location, sinon il faudrait pratiquer des loyers qui seraient inacceptables pour des locataires qui travaillent dans un restaurant au Gros-du-Roi, par exemple. Donc effectivement, ça pose des problèmes de logement. Après, on peut comprendre un vendeur qui veut vendre cher. C'est la base. Oui, bien sûr. C'est le marché actif qui fait ça. C'est également la rareté des biens, puisqu'on est, depuis la sortie des différents confinements, on est sur une énergie de marché qui fait que les gens ont une certaine frénésie d'achat, que tous ces projets qu'on se disait peut-être un jour, on les réalise. Et donc, du coup, on a écroulé tout le stock qui restait. Et puis, dès que des biens sortent, ils se vendent relativement rapidement. Donc, des fois, on ne les voit même pas passer dans les annonces, puisqu'on les vend directement sur des... D'accord, donc on est sur un marché aussi tendu que... Quasi parisien. Voilà, c'est ce que j'allais dire, ce qu'on peut voir à Paris. Ouais. Une question, peut-être chiffre, avant de retourner sur la façade atlantique. Maître Gérard nous a donné un certain nombre de chiffres, notamment de progression ou de niveau de prix. On est à quel niveau de prix aujourd'hui? Par exemple, alors l'immobilier de manière nationale augmente. Bien sûr. Ce semestre par rapport au semestre d'il y a un an, les appartements ont pris plus 7%, les maisons plus 10%. De manière nationale. Et quand on prend par exemple la région PACA, ils font 15% sur les maisons et 12% sur les appartements. Et quand c'est situé en bord de mer, c'est encore plus en bord de mer, oui, c'est ça, justement. Et donc, en fait, globalement, l'augmentation de l'augmentation, c'est entre 5 et 8 points de plus que l'immobilier national, si je puis dire. Maître Gérard, donc au téléphone avec nous, Grégory Rouvière en plateau a alerté également sur le fait que la progression des prix, l'achat des résidences secondaires, l'arrivée d'un certain nombre de retraités faisait que ceux qui habitent dans ces villes aujourd'hui ont de plus en plus de mal à se loger. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez également à Biarritz ou dans le Pays Basque de manière plus générale ? Oui, tout à fait. C'est une réelle problématique. Il y a eu des actions du reste menées par des collectifs militants, des manifestations, des agences
vandalisés, des Airbnb squattés. Oui, il y a une vraie problématique aujourd'hui puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, on a à peu près 12,2% d'acquéreurs qui sont des franciliens sur l'année précédente, 3% d'étrangers et 27% des acquéreurs qui sont des retraités. Donc seulement 8,7% ont moins de 30 ans d'après nos derniers chiffres. Donc ça laisse peu de place, on va dire, aux ménages traditionnels. On le voit bien, hein, on a, selon les chiffres de l'INSEE, un revenu médian qui est de l'ordre de 2 000 € net par mois au Pays Basque. Donc c'est impossible avec un salaire comme ça d'acheter des biens comme je viens de mentionner les prix. Donc on a soit un report vers l'intérieur des terres, mais c'est pas élastique non plus, soit un décalage des projets, se rajoute à ça effectivement une hausse des taux d'emprunt actuellement, parce que l'année dernière on avait des taux qui étaient très bas, donc ça permettait de compenser quand même un petit peu les choses. Donc oui, on sent beaucoup d'inquiétude chez la population locale et les jeunes. Nous on a une activité de meublé de tourisme qui aujourd'hui est une réelle problématique. Donc pour rappel, hein, les meublés de tourisme, c'est le fait de louer à une clientèle de passage qui n'est pas domicile. Bon, c'est typiquement, oui, c'est ça. Donc c'est des logements qui sont dédiés à ça et qu'on ne peut pas utiliser voilà, dans l'année. Airbnb, Abritel, etc. Voilà. Donc, pour vous donner quelques chiffres, on a eu une augmentation de 130% quand même des locations de meublés de tourisme entre 2016 et 2020. Donc, c'est considérable. Alors, les pouvoirs locaux, la communauté d'agglomération du Pays Basque, effectivement, s'est saisie de ce problème. Hein. Dès 2019, ils avaient adopté un règlement pour limiter le nombre de logements par propriétaire, avec des limites plus ou moins importantes en termes de logements selon que les zones étaient plus ou moins tendues. Malheureusement, les règles ont été plus ou moins, on va dire, contournées. Donc la communauté d'agglomération a voulu durcir encore sa réglementation, a adopté une nouvelle réglementation au mois de mars dernier. Alors, sur la réglementation, justement, Alexandra Gérard, on va poser la question à Grégory Rouvière. Grégory Rouvière, on a vu dans certaines villes des initiatives pour limiter le nombre de résidences secondaires par quartier, par exemple. Est-ce que ça, quand on est agent immobilier et qu'on doit vendre des maisons ou des appartements, c'est tenable? Parce qu'en fait, on peut limiter le nombre de résidences secondaires, mais ça ne va pas faire baisser le prix mécaniquement. Donc, il va falloir trouver des acquéreurs locaux, mais qui vont devoir payer plus cher de toute manière. Oui, après, c'est une question d'offre et de demande. Si demain, à cause de certaines réglementations, on se retrouve avec beaucoup de biens sur le marché, mécaniquement, les prix baisseront. Bien sûr. Donc, grâce pour les locaux ou à cause pour les... Oui, alors mais après, à quel moment ce sera vraiment les locaux qui en bénéficieront? Après, c'est peut-être des typologies d'acheteurs qui seront un petit peu différents, mais par définition, les prix, c'est toujours cette histoire d'offre et de demande. Bien sûr. Et comme le bord de mer français, de manière générale, a une forte attractivité de gens qui viennent d'un peu partout en France et des locaux également, cette pression-là sur les prix, elle continuera à y être. Après, effectivement, il peut y avoir des régulations de ces Airbnb, mais après, il y aura autre chose. Et puis, il n'y a pas forcément que des Airbnb. Il y a des gens dont c'est la résidence secondaire et au contraire, ils ne veulent pas la louer. Mais ils ont les moyens, ils veulent acheter et puis les vendeurs veulent vendre cher, dont des locaux parmi les vendeurs. Bien sûr, voilà. On comprend effectivement qu'on a envie de vendre son bien. Et donc, ce qui est là derrière, c'est cette attractivité et le nombre d'acheteurs toujours présents. Alors, on finira là-dessus. Merci beaucoup, Grégory Rouvière, donc patron d'agence Century 21 à Montpellier. Merci également, Alexandra Gérard, notaire à Biarritz, de nous avoir accompagnés au téléphone. Merci à vous de nous avoir suivis. Et c'est la dernière édition de Smart Patrimoine de cette saison. On se retrouve à la rentrée pour une deuxième saison de Smart Patrimoine. D'ici là, un immense merci à tous ceux qui ont travaillé sur cette émission. En premier lieu, évidemment, Pauline Gratel, mais aussi Sybille Aoudjan, Com Dubois ou Eva Ben Saadi et évidemment toutes les équipes qui nous ont accompagnés en régie sur cette saison. Et quant à nous, on se retrouve à la rentrée pour une deuxième saison de Smart Patrimoine, toujours à 13h sur Bismart.